Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Comment sauver les médias? La situation de la presse écrite, audiovisuelle, Internet est-elle si catastrophique qu'il faille évoquer la question d'un sauvetage? En 2012, la France perd 2 quotidiens, François et La Tribune. Libération y échappe de peu. Le Figaro multiplie les plans de départ volontaires. 15% de la rédaction du Nouvel Observateur quitte le journal après son rachat par la société Le Monde Libre. En Allemagne, plus de 1000 emplois sont supprimés en 2013. En Espagne, près de 200 médias disparaissent en 4 ans. Aux États-Unis, en 8 ans, 12 quotidiens mettent la clé sous la porte. Le Chicago Tribune et le LA Times se sont mis en faillite. France Télévisions et la BBC suppriment des emplois. Alors cette crise n'est pas nouvelle, mais elle s'accentue. Elle s'accompagne d'une défiance à l'égard des médias. Inhérents à la démocratie, les médias ne sont pas une marchandise comme les autres. Leur modèle économique est en pleine mutation. Quelle piste peut-on envisager? On en parle avec Julia Cagé. Elle est professeure d'économie à Sciences Po, auteure de Sauver les médias et c'est au seuil. Bonjour Julia, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous faites d'abord un constat sur cette crise des médias, un constat de défiance. Les Français sont moins d'un quart à faire confiance aux médias et aux États-Unis, la confiance dans les médias ne dépasse pas les 22%. Alors pourquoi? Ce qui est frappant, c'est que tout à la fois les Français sont intéressés par l'information qui est donnée par les médias. Et en même temps, si vous leur demandez est-ce que vous faites confiance à la télé, est-ce que vous faites confiance à la radio, est-ce que vous faites confiance à la presse écrite, ils répondent tous massivement non. C'est grave pour la démocratie. Ils ne font pas plus confiance à Internet, c'est ça qui est frappant. Le média dans lequel ils ont le moins confiance, en fait, c'est Internet. Alors, pourquoi c'est le cas ? En partie parce que les Français ont l'impression que les journalistes aujourd'hui sont prêts à avaler toutes les couleuvres, qu'il y a trop de proximité entre les journalistes et les politiques, que les journalistes font des compromissions pour faire plaisir aux publicitaires. Et puis surtout, je pense qu'ils ont vraiment pris conscience du fait qu'il y a un problème d'indépendance de la presse et des médias. Vous pensez qu'ils ont conscience en France d'indépendance? Quand vous regardez TF1 et Bouygues, et les amitiés entre Bouygues et Nicolas Sarkozy, oui, les Français en ont conscience. Quand vous pensez à TF1 reste un média très regardé. Oui, très regardé. Mais les Français qui sont moins d'un quart à faire confiance aux médias, consomment l'information dans les médias, ça les intéresse. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une inquiétude. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par l'information, donc ils se tournent vers les médias pour trouver cette information-là. Ils la consomment, mais ils ne leur font pas confiance à ces médias. Problème économique, les médias sont trop souvent devenus des danseuses pour milliardaires en mal d'influence. Vous dites, c'est dangereux pour la démocratie. En même temps, Julia Cagé, il faut bien trouver l'argent où il est. Non, mais alors, laissez-moi vous donner une illustration et je pense que vous comprendrez beaucoup mieux d'où vient le problème. Si on regarde le financement de la vie politique, on a des règles très strictes. Par exemple, en France, assez récentes, on n'autorise pas... elles ont, assez récentes, mais qui ont été mises en place pour justement préserver la bonne vie de nos démocraties. Donc en France, par exemple, si vous êtes un individu, vous ne pouvez pas donner plus de 4 600 €, je crois, par an à un parti politique. Et puis si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez rien donner du tout. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on ne veut pas que quelques millionnaires, quelques milliardaires, quelques individus puissent influencer l'ensemble de la vie politique et finalement remettre en question la bonne marche du jeu démocratique. Bien pour la presse, en fait, c'est la même chose. Si vous voulez influencer la vie politique et que vous ne pouvez pas financer les partis politiques, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous acheter un journal, vous allez vous acheter une télévision, là, il n'y a pas de limite. Vous allez vous acheter une radio. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun contrôle, en fait. Et de ce point de vue-là, vous pouvez modifier le discours, même si c'est fait d'une manière subtile, c'est pas forcément avec des gros sabots, vous n'arrivez pas dans votre rédaction en disant voilà, demain on va faire campagne ouvertement pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande, même si c'est fait de manière subtile, il y a une influence de ces gros actionnaires sur le contenu des journaux, et ça pose un danger pour la bonne tenue Jeff Bezos, de notre un démocratie. patron d'Amazon qui rachète aussi le Washington Post. Il y a le Carlos Slim, le milliardaire mexicain qui a racheté une partie du New York Times. Bon, en France, on pense bien sûr... En France, on a Xavier Niel, on a Mathieu Pigasse, Pierre Berger avec le Nouvel Observateur et Le Monde. On a Patrick Drahi, maintenant qui... i24 News, l'Express, Libération. Moi, je suis tout à fait pour leur donner laisser le doute aller en leur faveur et dire oui, ils sont complètement désintéressés. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est contribuer à la production de ce bien public qu'est l'information. Ils sauvent ces journaux d'une certaine manière, Julia Cagé. Vous le savez, ça, au départ. Ils sauvent ces journaux. C'est une bonne question. Ils sont aux abois. Non, est-ce que Libération a été sauvée par Patrick Drahi et Bruno Ledoux? J'en suis pas sûre. On avait un journal avec une rédaction solide d'environ 150, presque 200 journalistes. Ils étaient quasi en faillite. Il y a faillite. un tiers des journalistes qui sont partis. On va les faire déménager. On a réduit
leurs ressources, on remet en cause leurs différentes rubriques, et puis surtout, on a un géant des télécommunications qui s'achète un média et qui va potentiellement utiliser ce média pour essayer d'influencer la vie politique française. Un média, c'est pas une boulangerie. Un média, c'est pas un vendeur de voitures. Si vous êtes un millionnaire et que vous allez racheter une boulangerie en faillite, c'est pas un problème. Vous allez continuer à produire du pain. Mais si vous rachetez un média, ça pose un problème pour les journalistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, par exemple, dans la loi, il y a une clause de cession qui autorise les journalistes à partir quand il y a un changement de propriétaire. C'est un truc très rare, ça. Vous n'avez pas ça dans la législation du travail en général. C'est quelque chose qui est réservé aux journalistes. Alors, le problème, vous revenez quand même sur ce problème économique, constat économique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est d'ailleurs il y a moins de journalistes aujourd'hui qu'il y a 50 ans, relativement au nombre de cadres. 37 000 cartes de presse en France, 0,14% de la population active. Et ça stagne. Aux États-Unis, 170 000 journalistes, 0,2% de la population active. En Allemagne, c'est 0,pratiquement 2% aussi. Donc finalement, peu de journalistes relativement parlants et en même temps un métier en pleine révolution. Voilà, alors on a de moins en moins de journalistes. Alors pendant très longtemps, en valeur absolue, le nombre de journalistes a augmenté. Relativement à la population active, il a diminué. Alors si vous le rapportez par contre à l'ensemble des professions intellectuelles, en fait le nombre de journalistes en France, il baisse depuis 1956. Donc déjà, on est dans un monde qui se complexifie. On va avoir de plus en plus de chercheurs, de plus en plus de scientifiques, de plus en plus d'universitaires et de moins en moins de journalistes pour nous expliquer la complexité de ce monde. Premier problème. C'est paradoxal, évidemment. Deuxième problème, c'est que leur métier se modifie et qu'à l'intérieur de ces journalistes-là, on va avoir de plus en plus de journalistes web, par exemple. Ce qui n'est pas un problème en soi, sauf qu'on prend une part des rédactions, ça s'est passé au Monde, ça s'est passé au Guardian, et on va réallouer de la force d'investigation des reporters, des bureaux de presse à l'étranger, pour faire de l'infographie en ligne et des jolis PDF. Le problème, c'est que... Pour être plus rapide aussi, parce que ça va avec la rapidité de l'information. Énormément de copier-coller de dépêches AFP. Si vous regardez le contenu de tous les médias en ligne, il y a une énergie croissante qui est consacrée à faire du copier-coller de dépêches AFP, de sorte que vous avez des sites qui vous proposent au même moment, partout, une information similaire, mais qui n'est pas du tout expliquée. Et cette allocation-là de l'énergie, de la force du journaliste, elle est mal utilisée. C'est pas un problème en soi. Moi, je suis une grande consommatrice de médias en ligne. J'adore les infographies, j'adore ça. Mais vous dites que le contenu s'est dégradé. Mais le problème, c'est que ça s'est fait au prix d'une dégradation du contenu. Ça s'est pas fait. Le journaliste d'investigation, c'est ce qui est le plus cher. Vous le dites, passer beaucoup de temps dans le journalisme d'investigation, eh bien c'est cher pour les journaux, donc il y en a de moins en moins. Bureau à l'étranger, ça coûte une fortune pour les journaux. Faire du divertissement, par contre, ça coûte pas très cher. Et donc, on en revient à la logique économique. Effondrement des recettes publicitaires. Là, c'est intéressant de regarder vos graphiques, d'ailleurs, parce que finalement, cet effondrement, il est inéluctable. Et vous dites, il est irréversible. Ouais. C'est terminé, en fait, la pub. On ne peut plus s'appuyer sur la publicité pour, justement, un modèle économique de médias. Les dépenses publicitaires totales dans le monde sont en baisse aujourd'hui. Donc, si vous regardez sur l'ensemble des médias, même l'affichage publicitaire extérieur, le cinéma, la télé, la radio, ce qu'on dépense en publicité aujourd'hui en France est en baisse. Deuxièmement, et pas seulement en France, partout. Alors, je montre les chiffres dans le livre pour la France, les États-Unis, j'ai aussi des graphiques pour la Suède, la Norvège, l'Allemagne, partout, pour l'ensemble des pays développés. Pour les pays en développement, c'est un tout petit peu différent parce que c'est des marchés qui émergent en termes de revenus publicitaires. Pour l'ensemble des pays développés, l'ensemble des dépenses publicitaires diminue. Et à l'intérieur de ça, les dépenses publicitaires qui vont vers les journaux diminuent encore plus. Si vous rapportez donc les on dépenses... ne peut plus compter sur ces revenus sur le revenu pour sauver la presse. Si vous rapportez les recettes publicitaires des journaux américains au PIB, au produit intérieur brut, ils sont en baisse depuis 1956. C'est pas un phénomène nouveau. On n'est pas en train de faire face à Internet et de savoir si demain on va trouver une autre vache à lait. Alors vous vous dites qu'il faut restructurer les aides à la presse parce qu'il y en a quand même un certain nombre, des aides publiques d'ailleurs. Ouais. Et puis vous proposez un nouveau statut pour les médias, Julia, calqué sur le modèle des fondations, la société de médias à but non lucratif. Alors vos exemples sont le Guardian, votre grand exemple, et puis le ProRepublica. Alors est-ce que finalement, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce statut? Est-ce que ça ne fonctionnerait pas finalement plutôt pour les petites publications, pas pour les grosses? Alors c'est pas exactement calqué de la fondation, ça s'en inspire en partie, mais c'est un modèle hybride entre la fondation et la société par action. Ça tient un peu des deux. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la fondation? Ce qu'il y a de bien dans la fondation, c'est que le capital est pérenne. Une fois que vous avez investi un capital dans une fondation, vous ne pouvez pas le récupérer. Alors, il y a des exemples le Guardian, c'est un exemple. Vous avez le groupe de médias allemand qui est Bertelsmann, qui est le principal groupe de médias en Europe, le numéro 2 dans le monde. Donc, il y a des exemples. Ils n'empêchent pas d'avoir une démarche très commerciale, à travers le magazine. Vous pouvez être une fondation et avoir une démarche commerciale. Le point de la fondation, c'est que vous ne pouvez pas récupérer votre capital et que vous ne versez pas de dividendes. Vous réinvestissez ces dividendes. Mais d'ailleurs, par ces deux exemples, vous voyez que ça marche pour des grands groupes.
Parce que Bertelsmann, c'est un énorme groupe et c'est une fondation depuis les années 1970. L'aspect société par action vient du fait que dans une fondation, les fondateurs, et c'est encore le cas de Bertelsmann, en général, prennent les rênes du conseil d'administration et les conservent ad vitam aeternum. Parce qu'on a un conseil d'administration qui se reproduit de génération en génération. Donc ça ne résout pas le problème de la propriété non démocratique des médias. Ce que je veux introduire avec le statut de société de médias à but non lucratif, c'est plus de démocratie dans la prise de décision au sein des médias. C'est-à-dire que contrairement à la fondation, les petits donateurs, les crowdfunders, vous, moi comme lectrice, vous comme journaliste, l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui croient encore aux médias, quand ils vont donner un peu d'argent aux médias, leur droit de vote, ça ne va pas être considéré comme un don, mais comme un investissement. Et 2, leurs droits de vote vont augmenter plus. Donc ils vont participer directement à la décision du journal. Et ça va augmenter plus que proportionnellement à leur rapport au capital. En même temps, vous dites dans votre livre, les journalistes qui gèrent le journal eux-mêmes, ça ne fonctionne pas non plus. C'était l'exemple du Monde, par exemple. Ça ne fonctionne pas s'il n'y a que ça. Et puis ça ne fonctionne pas si c'est fait sur un modèle un journaliste égale une voix. Votre pouvoir de décision doit évoluer avec votre rapport en capital. Vous apportez plus, vous avez plus de pouvoir de décision. Mais ce qu'il faut, c'est favoriser un actionnariat qui est multiple, qui est démocratique. Donc ce que je propose dans le livre, c'est au-dessus d'un certain seuil, je dis 10%, on peut discuter, on pourrait dire 15%, mais disons qu'au-dessus de 10% du capital, vous êtes un gros actionnaire, vos droits de vote vont augmenter moins vite que votre rapport en capital. Donc c'est un tout nouveau modèle. Ça pourrait marcher en France, vous pensez, Julia? Parce que vous dites, on peut toujours rêver. Vous dites ça quand même dans votre livre à un moment donné. Donc vous rêvez toujours que ça puisse... Ça peut marcher en France. En France, il y a de plus en plus une volonté de financer les médias. On l'a vu avec Nice Matin. La campagne de crowdfunding qu'ils ont fait, elle a très bien marché. On l'a vu malheureusement plus récemment avec Charlie, dans un contexte tout à fait différent. Les gens se sont précipités pour faire un chèque à Charlie Hebdo. Le contexte était vraiment particulier. C'était un contexte particulier, mais ce n'était pas le cas pour Nice Matin. On l'a vu avec Libération. Les journalistes ont voulu se réapproprier le média. Et s'il y avait eu cette structure qui aurait existé, là, les Français, les citoyens, tous ceux qui veulent sauver les médias, ont été ravis de pouvoir financer le journal. En tout cas, pour sauver les médias, c'est votre livre, Julia Cagé, Sauver les médias. C'est à lire. C'est vrai que c'est vraiment un ensemble de pistes intéressantes pour sauver la presse. Merci, Julia, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.